On va pouvoir commencer. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce keynote. Donc avec moi, à mes côtés, donc Dejan Draskic, je le prononce mal, donc qui est co-dirigeante de France Bureau et qui va nous parler de l'évolution du player au multicanal. Je te laisse la place. Alors, maintenant c'est un peu mieux. Alors, on n'a pas d'image, ça y est, c'est super. Donc bonjour à tous. Donc, je co-dirige depuis 3 ans une société qui s'appelle France Bureau, qui est un modèle très atypique dans le milieu, alors non pas exclusivement du e-commerce, mais de manière plus générale dans le milieu du web. C'est le premier distributeur de mobilier de bureau qui a investi le web en 2000, sous l'enseigne d'abord le bureau d'Isère, parce que c'était une aventure locale initialement, et ensuite France Bureau avec le site francebureau.com. L'histoire a débuté 10 ans auparavant, dans les années 90. Philippe Lucas, un Parisien qui, je fais un petit peu de storytelling, qui adorait la montagne, est venu à Grenoble, puisqu'on est grenoblois, on est PME grenobloise, pour vivre de sa passion et vendre du mobilier de bureau accessoirement, donc dans le canal traditionnel. Très rapidement, il va se diriger vers l'apprentissage du code et il va créer un site internet, francebureau.com, dans lequel il souhaite référencer toute l'offre qui existe sur le mobilier de bureau. Alors son aventure, il a débuté 10 ans avant. Pourquoi 10 ans? Parce que quand il était commercial, il se promenait avec une disquette. Il ne souhaitait pas laisser des catalogues aux clients. Et il laissait des disquettes à l'époque aux clients avec des tarifs, avec des offres détaillées. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée de francebureau.com. Donc il avait déjà une vision à l'époque de comment vendre du mobilier de bureau, qui était aux antipodes de ce qui se pratiquait. Donc ça a été le premier vraiment à investir ce canal-là. Et sa volonté, c'était référencer ce qui existait sur Internet. C'est pour ça que parfois on nous appelle le Wikipédia du mobilier de bureau. 20 000 références, enfin 20 000 produits, 200 000 références, spécialement en mobilier de bureau professionnel, uniquement sur le marché B2B. Donc c'est une offre qui n'existe nulle part ailleurs. C'est un modèle hybride. Pourquoi hybride? Parce qu'il n'y a pas de panier en ligne. Tout se passe par la relation téléphonique à distance. Donc c'est assez particulier aussi pour vendre de l'agencement et du mobilier de bureau pour les entreprises. Donc on est à la fois vendeur traditionnel, puisqu'on va travailler à partir de catalogues, et nos clients aussi vont consulter des catalogues, mais on répond aussi à la logique du web, puisque c'est le référencement naturel qui nous amène 90% des leads. Donc on a vraiment cette maîtrise des deux métiers, à la fois les métiers du web et à la fois ceux du mobilier de bureau. Alors c'est une entreprise qui a eu une croissance, comme toutes les startups du web, fulgurante, en tout cas sur les premières années, et sont apparus en 2012 de nouveaux concurrents, des VPCistes, JM Bruno, Office Dépôt, Bureau Vallée, qui ont fait leur mutation digitale et qui se retrouvent à nous concurrencer sur des requêtes métiers et à vendre, à faire évoluer aussi leur offre de mobilier de bureau, qui jusque-là était très sommaire. Aujourd'hui, ils proposent des choses beaucoup plus chiadées, beaucoup plus en largeur de gamme et en profondeur de gamme, beaucoup plus complètes, et viennent nous concurrencer aussi sur nos requêtes métiers. Donc la concurrence aussi à cela va s'ajouter la concurrence de la GSS. On a un Ikea qui est à la fois au niveau local et qui est une enseigne mondialement connue, qui va faire des services pro avec du mobilier de bureau. Donc ils vont venir aussi glaner un petit peu des parts de marché au petit France Bureau, qui pendant 8 à 10 ans était quasiment tout seul sur la toile. On a des leviers d'acquisition qui s'étiolent un petit peu. Pour juste caricaturer un petit peu ce que je dis, on a un référencement naturel qui n'a jamais été aussi fort, et on a une perte de leads commerciaux d'à peu près 15%, avec une qualité au niveau de nos visites qui n'a cessé d'augmenter, et un nombre de visites qui a été multiplié par 2 sur les 3 dernières années. Malgré tous ces points, on se retrouve à ce fameux palier. On a atteint un palier en 2012, et on a du mal à décoller de ce palier. On a l'impression d'avoir les pieds collés et de ne plus pouvoir avancer malgré des efforts qui sont démultipliés pour faire le même chiffre d'affaires. Donc, pardon, excusez-moi, face à ce constat, il y a aussi des faits dans l'entreprise qui sont
qui sont réels. Notre modèle a été conçu pour ne pas sortir voir le client. Et ça, je parle du modèle parce qu'il y a une vraie importance aussi de ce phénomène-là. On se considère comme étant une référence. Oui, c'est vrai, mais parfois, il faut savoir se remettre en question. On a été les premiers, on a été précurseurs, mais aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'on est innovant, on ne peut pas considérer qu'on est à la pointe. Donc il faut revoir certaines choses, faire évoluer le modèle. On est une entreprise où la procédure est très importante. Alors elle a accompagné toute cette croissance exponentielle pendant des années, et c'est une force. Néanmoins, on la place parfois même avant le client. Et il est difficile, quand on veut faire du commerce et quand finalement le marché se durcit un petit peu, de maintenir cet état d'esprit-là. Non, il faut avancer. Les procédures, c'est important, mais le client, c'est encore plus important. Donc j'ai déjà entendu dire nos équipes logistiques sur des problèmes de SAV, non mais monsieur, je ne peux rien faire pour vous, c'est la procédure. Non, c'est pas comme ça qu'on satisfait le client. Donc c'est des choses basiques comme ça qui se passent tous les jours dans l'entreprise, qu'il faut faire évoluer, qu'on fait évoluer jour après jour. Et surtout, une maxime qui revient tout le temps. Donc moi, je suis arrivé il y a 3 ans dans l'entreprise. L'entreprise a été rachetée par un fonds d'investissement. Et la première chose qu'on nous a dit, il ne faut surtout pas toucher au modèle. Le modèle est rentable, ultra rentable, il fonctionne. On a été les précurseurs, on a été un modèle pendant longtemps. Il ne faut rien toucher. Donc fort de ce constat-là, avec une première année de reprise où on fait plus 10% de chiffre d'affaires alors qu'on était depuis 2 ans un peu à l'arrêt, on est resté sur ce modèle-là. Et on n'a rien osé faire de plus que suivre ce modèle-là et essayer finalement de simplifier peut-être les process, les procédures, de rechercher quelques nouveaux leviers de croissance, mais sans vraiment innover et en restant campé finalement sur nos positions. Alors, est-ce que le modèle avait atteint ses limites ou a atteint ses limites? C'est une question légitime. Néanmoins, il y a plusieurs points très très intéressants qui nous poussent à dire qu'on n'est qu'au début d'une aventure. Finalement, les opportunités sont nombreuses, elles existent. Des marchés ne sont pas exploités ou sous-exploités. Les axes d'amélioration et de satisfaction surtout sont nombreux. On peut s'appuyer sur des équipes d'experts, un bureau d'études, on a vraiment une structure d'entreprise forte et on a une force au niveau du référencement naturel qui nous permet, comme je vous le disais tout à l'heure, la majorité de nos leads proviennent du référencement naturel, donc on va avoir un modèle rentable où on va pouvoir maîtriser nos coûts d'acquisition fort de ce constat-là, on va imaginer de manière très pragmatique comment finalement faire renaître la croissance et ça va nous conduire vers certaines logiques commerciales. Alors première chose, on se rend compte qu'on est assis sur un trésor. On a une base de données clients qu'on a constituée depuis plus de 10 ans, 12 ans, 10 000 clients, 15 000 prospects chauds. Alors prospects chauds, des gens qui nous ont consultés un jour, voilà, on n'en fait absolument rien. C'est-à-dire qu'on ne relance pas cette base-là, on ne l'a jamais qualifiée réellement. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va déterminer 2 axes de progrès. On va d'abord enrichir la base et ensuite l'entretenir, parce qu'une base vit. La première chose qu'on souhaite faire, c'est déjà exploiter cette base. Pour l'exploiter, il faut enrichir de certaines données notre base de données clients, qui n'est pas entretenue, je vous le rappelle, et on va mettre 6 mois à qualifier une base de données, donc 6 mois pour un équivalent temps plein, à qualifier notre base de données, de quelques données, parce qu'il ne s'agit pas non plus de vouloir faire de l'enrichissement pour de l'enrichissement et de rien n'exploiter de cette base ensuite. Donc on va se concentrer sur les secteurs d'activité, les codes NAF, secteurs géographiques, les contacts acheteurs-décideurs et travailler à partir de cette base. Pour vous donner juste une statistique, 80% d'acquisition par an client, 20% de fidélisation. Donc là aussi, il y a un levier très fort qu'on peut actionner. Et on va l'actionner à partir de notre base de données client, en l'enrichissant, en sachant qui est notre client, quand est-ce qu'il nous achète, combien et quand. Et paradoxalement, pour une entreprise comme la nôtre qui a pendant longtemps surfé sur la maturité, enfin la démocratisation de l'usage d'Internet en matière de B2B, on ne l'a jamais fait. Et on s'assoit quelque part sur ce petit trésor. Donc on va l'enrichir, on va l'exploiter au mieux, on va orienter nos campagnes marketing à partir de cette segmentation client et on va enrichir aussi notre référencement à partir de ces données-là.
L'autre point, bien entendu, c'est l'entretenir, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut surtout pas aller vers trop de données, vers un excès de données, puisque derrière, ceux qui vont au quotidien enrichir votre base, c'est aussi vos équipes, et si c'est chronophage, si c'est compliqué, ils ne le feront pas ou ils le feront mal, et la base va mal évoluer. Donc on la traite par des contrôles, par des requêtes pour contrôler les NPI, les doublons, les données clés manquantes, pour que cette base-là, finalement, continue à évoluer, à être enrichie. Alors là, c'est un peu impensif, mais on va replacer aussi le client au centre du dispositif. Alors pendant 10 ans, c'est une caricature, mais c'est tellement vrai, on a géré des commandes. Pour reprendre une expression pas très très jolie de mon responsable commercial, les commandes, elles dégueulaient au fax, on n'avait plus qu'à les traiter. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas. On a beaucoup de commandes, mais néanmoins, on est sur une croissance qui s'est sacrément ralentie. Il faut réapprendre à vendre et se repositionner finalement le client au centre du dispositif. Déjà, la première chose, c'est un credo qu'on se fixe. On est tous vendeurs. Dès l'accueil, alors nous, comme je vous le rappelais tout à l'heure, on capte le lead par Internet. Ensuite, c'est un appel téléphonique. Déjà, lors de l'appel, il faut pouvoir orienter le client correctement, ne pas le faire attendre trop longtemps, déterminer quel est réellement son besoin pour bien l'orienter et surtout avoir un langage soutenu, à minima. Pas de bain, merde et des choses comme ça qu'on entend quotidiennement quand on reçoit des appels. Ça passe par des formations. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas. Il faut être formé aussi à l'accueil téléphonique, au standard. Et c'est la première étape, finalement, c'est le premier contact de l'expérience client chez France Bureau. Donc on va mettre en place des formations. La réactivité aussi, réactivité en mettant en place des indicateurs de qualité, et c'est plutôt des engagements qu'on va se fixer, c'est pas pour jouer les pères fouettards avec les équipes, mais c'est plutôt pour mesurer si on est bon ou pas sur la délai de remise de devis, sur un délai de relance. Donc quelques indicateurs clés qu'on regarde de temps en temps, et c'est des engagements que les équipes prennent pour être le plus performant possible face aux clients. On s'engage également sur un taux de SAV à moins de 1%. Alors, les SAV existent dans le mobilier, il y en a tous les jours. C'est les SAV de France Bureau. Erreur de commande, mauvaise interprétation de la commande client ou de son besoin. Donc là, on va travailler aussi sur ce taux-là et on communique sur ce taux auprès des équipes pour aller vers l'excellence. Et on va bien entendu développer de nouveaux services. On sait que l'un des principaux freins de la vente à distance, c'est de ne pas pouvoir toucher le produit. On est en train de travailler sur la réalité augmentée, projeter des produits chez le client avec des applications sur des tablettes ou des smartphones. On va travailler sur des services en amont. Donc nous, on distribue, on installe. On va aller jusqu'à faire les travaux, effectuer du space planning pour aller capter et verrouiller ces demandes un peu plus haut dans la chaîne, sachant que nos principaux concurrents aussi sont les space planners qui remontent la filière le plus haut possible et qui vont verrouiller après le client. Donc nous, on va essayer de se positionner un peu plus haut dans la chaîne. Et on est en train de lancer aussi des démarches autour de la visioconférence pour créer un lien entre le commerce et le client et entre l'installation et le client, puisqu'on sous-traite en fait auprès d'un réseau d'installateurs au niveau national, voire international, cette prestation-là. Et là, on va créer un contrôle et on va pouvoir avoir un suivi et une vision avec le client en temps réel grâce à la visioconférence. Autre relais de croissance évident, mais qu'on n'a jamais exploité, nul n'est prophète en son pays. 2% de notre chiffre d'affaires à Grenoble et en Isère, alors que c'est un marché qui pèse 2 fois plus que notre chiffre d'affaires annuel. Donc on a très naturellement orienté notre croissance aussi vers le local, et c'est là qu'on opère une révolution quelque part d'un modèle où on est caché dans nos bureaux. Là, on va sortir, on va aller voir le client, on va s'intéresser à lui, on va faire tout un tas d'actions pour exister. On a un manque de notoriété criant. À Grenoble, personne ne nous connaît. On connaît les autres, mais nous, on ne connaît pas alors qu'on est grenoblois. On va connaître Made in Design, on va connaître Spartoo, mais on ne connaît pas France Bureau. Et donc, on va œuvrer en fait pour changer cela et pour surtout réinvestir le client et de passer quelque part un pure player à un acteur aussi physique. Donc, comment on va l'opérer? On va réseauter. Donc ça, c'est quelque chose qui marche. Donc nous, au niveau de la direction, on est membre du MEDEF, d'organisations comme le BNI, on va aller à la CCI, on va se faire connaître, on va échanger des cartes pour déjà créer un petit peu ce lien.
On va faire du démarchage en local. Tout à l'heure, je vous parlerai très brièvement d'une cellule, un call center interne qu'on a mis en place depuis 2 ans et demi. Donc on va se servir aussi de ce centre d'appel pour aller prospecter le client, aller chercher du rendez-vous en local et aller chez le client. Donc on va sortir voir le client. On crée un showroom au niveau de nos bureaux, un showroom vivant. On va investir dans du mobilier, on va investir dans un concept d'aménagement pour pouvoir proposer un aménagement conceptuel à nos clients et les inviter à venir chez nous pour pouvoir découvrir un showroom comme tout distributeur traditionnel et on va le faire savoir. Alors, de la même manière, faire des dépenses en AdWords, c'est logique pour France Bureau. Dépenser en mass média, ça l'est beaucoup moins. C'est contraire au modèle, mais on va y aller quand même. On va sortir des budgets dès cette année. On a sorti des budgets pour faire de la notoriété, des campagnes de notoriété, radio, presse quotidienne régionale et affichage. On a un autre axe qui, lui, est un peu plus naturel pour nous, c'est exporter le modèle France Bureau, mais l'exporter à notre mesure. C'est-à-dire que notre modèle est relativement simple à exporter. On ne souhaite pas surinvestir en dépenses pour acquérir du client. On va se baser encore une fois sur notre référencement naturel avec une complémentarité avec le réseau AdWords, mais on va essayer de se donner un timing un peu plus long et en se disant que les retours sur investissement, nous, on les attend à 3 ans, à 5 ans, et non pas tout de suite. Donc on ne va pas se mettre des objectifs démesurés. On a lancé le Benelux en 2015. Première année, petit chiffre d'affaires. Deuxième année, on fait x4. Et on espère faire encore une belle culbute l'année prochaine. On lance la Suisse fin 2016. C'est pour dans 2 mois. Alors l'objectif, c'est de pouvoir évoluer sur des marchés francophones qu'on maîtrise déjà avant de pouvoir aller voir plus loin. Donc on va déjà éprouver le modèle, éprouver nos process pour pouvoir aller à l'export. Alors les résultats sont encourageants. En 2015, c'était 5% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 10% en prévision sur cette fin d'année. Alors, in fine, pourquoi faire tout ça? Tout simplement pour en terminer avec la Google dépendance, parce que nous-mêmes, avec un référencement naturel très fort, on a eu quelques sueurs froides après certaines mises à jour, Pingouin notamment, et il a fallu aussi se prémunir de toute chute de référencement naturel face à des très gros qui viennent nous talonner aussi, qui ont des moyens qui sont 100 fois plus importants que les nôtres. Donc on va pas mettre ses œufs dans le même panier, on va diversifier nos sources d'acquisition. Donc Internet va toujours représenter une source importante, mais on souhaite surtout par là pérenniser le chiffre d'affaires en France, développer un chiffre d'affaires à l'export, développer un marché local qui a beaucoup de promesses et qui pour nous sera un axe de développement très important. Je vous ai parlé tout à l'heure du centre d'appel. Donc depuis 2014, on a un centre d'appel intégré. On a 2 téléprospecteurs qui travaillent notre base de données clients, qui travaillent notre base de données prospects, et ça donne des résultats très probants. On est passé de 80% d'acquisition à 65% d'acquisition cette année, donc 35% de fidélisation, alors qu'on était à 20% il y a 3 ans. Donc il y a une vraie évolution aussi parce qu'on retravaille cette base de données clients et on le sent tout de suite dans la répartition et la ventilation du chiffre d'affaires. Donc nous, notre objectif sur le centre d'appel, c'est que ça représente au moins 10% du chiffre d'affaires global. On travaille beaucoup la prescription. Donc là aussi, pour lutter contre les grands groupes, les space planners, c'est travailler aussi avec des prescripteurs comme des architectes d'intérieur, comme des ergonomes, qui vont aussi faire appel à France Bureau sous forme de partenariat pour développer nos ventes. Et ça marche plutôt bien, parce qu'on se rend compte que beaucoup de structures de taille moyenne comme la nôtre cherchent aussi à diversifier leurs services auprès de leurs clients et à s'associer à d'autres PME. D'autres projets autour des grands comptes et tant d'autres. Tout ça pour dire que France Bureau a vécu une belle aventure pendant 10 ans et qu'aujourd'hui, l'évolution du modèle va vers plutôt une approche plus multicanale ou diversifiée afin de pérenniser une petite PME qui voilà, depuis 12 ans, continue de progresser. Voilà, je vous remercie. Est-ce que ça marche? Vous avez évoqué le space planning, donc finalement vous rentrez dans le service.
C'est un service que vous vendez ou c'est un service que vous imaginez plutôt utiliser comme un levier pour vendre des produits? Alors pour nous, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend du service, on vend des services de financement, on fait de l'installation, mais il est très important dans notre filière de vendre aussi de l'aménagement, les travaux et la conduite des travaux. Donc pour nous, c'est un moyen de vendre des produits France Bureau, parce que dans ce type de prestation-là, la plus grosse part, finalement, c'est le mobilier. Et c'est un vrai service pour le client. Alors c'est un service qui est transparent pour le client, qui, de fait, au lieu de travailler avec différents partenaires, va travailler avec un seul partenaire, avec France Bureau. Et France Bureau va effectuer une facturation. Et pour lui, il aura un coût global, un peu comme un contracteur général, mais avec le conseiller en plus. Donc on travaille exclusivement avec un architecte d'intérieur, un national, qui a la même image que nous, c'est-à-dire vraiment au service du client et qui traite les marchés moyens, on va dire de 0 à 100 postes de travail. Donc à la fois une prestation qu'on vend mais invisible pour le client, mais surtout un moyen de vendre du mobilier. Par rapport aux acteurs VPCistes, VPCistes ou e-commerce que vous avez cités tout à l'heure, genre JMB, Office Dépôt, il peut y avoir du Raja ou du JPG, vous vous situez comment? Alors nous, on se situe, par rapport à eux, on est un spécialiste, on vend exclusivement du mobilier de bureau professionnel, pas de fourniture, pas de cartouches. On a une largeur et une profondeur de gamme assez extraordinaire, c'est-à-dire que personne aujourd'hui n'est capable de proposer ce qu'on propose parce qu'on n'a pas de stock non plus, on travaille sur de la commande spéciale, de la personnalisation jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, nous, on se situe vraiment entre un e-commerçant et un vendeur, un distributeur traditionnel que vous auriez au coin de la rue. Donc on est vraiment un modèle hybride entre les deux, alors que les JPG, GM Bruno, eux sont d'abord des fournituristes et ensuite ils font du mobilier de bureau, plus ou moins bien, et certains le font très bien d'ailleurs, mais avec des offres restreintes. Donc en fait, dans votre politique d'expansion, vous n'avez pas pensé à élargir votre gamme de produits? Non. Non, puisque aujourd'hui, toujours dans un souci de rentabilité, on ne souhaite pas aller. Déjà, la structure de notre site internet aujourd'hui ne le permet pas. On n'est pas bien référencé sur d'autres thématiques de mots-clés, par exemple, et qui sont encore plus concurrencés. Donc, on irait finalement vers une surenchère en allant sur ces produits-là, alors qu'aujourd'hui, on a un modèle rentable. On est plutôt à se concentrer sur ce qu'on sait faire et à profiter finalement d'un référencement naturel qui a 10 ans et qui nous permet de maîtriser nos coûts d'acquisition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Dayan. Merci.